Bien-être animal, un sujet de l'heure. J'invite Mme Nathalie Côté, agronome, agente à l'environnement et à l'assurance qualité à la Fédération des producteurs de bovins du Québec et à l'UPA. Mme Côté, agronome, travaille avec les producteurs de bovins du Québec. Elle est responsable du dossier environnement et qualité. Elle œuvre depuis une quinzaine d'années avec les producteurs dans des dossiers d'amas au champ et d'enclos d'hivernage, ainsi que les programmes de salubrité à la ferme. Plus récemment, le dossier bien-être animal lui a été confié. Elle a collaboré à plusieurs projets de recherche et de suivi chez les producteurs, en plus d'élaborer et de donner des formations un peu partout en province. J'en ai suivi. De plus, elle est régulièrement appelée à être conférencière pour les journées en production bovine, dont aujourd'hui, et dans les cours de formation des futurs agronomes à l'Université Laval. Madame Côté. Alors, je vais un peu bouger. Je vais essayer de vous parler de bien-être animal sous un autre angle. On a eu l'angle un peu plutôt légal. Alors, moi, ils m'ont demandé d'y aller un peu plus pratico-pratique. Alors, ça commence bien. Bon, on va commencer par un peu s'interroger pourquoi on parle de bien-être animal. Parce que c'est un peu la base de la chose. Alors, il y a longtemps, les gens faisaient des animaux, faisaient de l'élevage, c'était pour leurs propres besoins. Fait il n'y avait pas vraiment de pression qui venait de l'extérieur. Aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs années, on fait de l'élevage et on vend nos produits à d'autres personnes. Alors, c'est comme un peu normal que ces personnes-là qui achètent vos produits commencent à questionner les façons dont vous produisez les animaux. Et il y a aussi tout l'aspect qui maintenant a changé beaucoup dans les dernières années, et on l'a bien vu par la modification au Code civil, c'est que notre lien avec l'animal, il va déterminer qu'est-ce qui va nous apparaître pour nous acceptable ou non. Alors, je vous donne un exemple très concret. Jusqu'à tout récemment, pour ceux qui ont suivi la saga du porc, on avait des cages de gestation pour la production porcine, mais il y a eu, à un moment donné, de la pression et les gens ont dit, bien, c'est plus acceptable d'avoir des cages de gestation. Et ils ont finalement balisé dans un code de pratique combien de temps que tu peux y mettre là-dedans, puis à quelle période. Alors, ça veut dire que les pratiques évoluent selon un petit peu la perception qu'on a de l'animal. Là, allez, alors, le deuxième élément aussi qui nous pousse à avancer dans le bien-être animal, j'aimerais vous parler des acteurs qui nous pointent du doigt, nous, les producteurs agricoles. En fait, je ne suis pas producteur agricole, là, mais je travaille pour les producteurs agricoles. Donc, on a nos groupes de pression. Souvent, les groupes de pression, si vous lisez les nouvelles, vous êtes sur Facebook, etc., ils utilisent des images chocs. Et pour ceux qui ont vu le reportage des veaux de Pont-Rouge, je l'ai vu, c'est des images chocs. Parce qu'eux autres, ils veulent que les choses bougent. Fait qu'il faut qu'ils choquent les gens. Et des exemples de groupes qui sont dans cette mouvance-là, on parle souvent de PETA, Mercy for Animals, par exemple. C'est des groupes qui sont très actifs dans ce cadre-là. Il y a aussi nos partenaires de l'industrie, nos acheteurs qui bougent. Alors, ces gens-là vont devant leurs clients puis ils disent, bien, moi, je prends des engagements. Alors, je vous donne un exemple. L'engagement de McDonald's pour le bœuf durable. Juin 2016, il a fait part de son projet pilote. Il a suivi 182 fermes. Il a dit, on a trouvé telle affaire, puis nous, on s'engage à acheter du bœuf durable pour nos magasins. Dernièrement encore, IKEA a décidé qu'il achetait des œufs de poule en liberté pour ses restaurants dans les IKEA. Alors, de plus en plus, ces acheteurs-là prennent des engagements officiels devant leurs clients. L'autre exemple que je vous avais mis, c'était Certified Humane pour la compagnie du Breton, qui est une compagnie porcine. Et si vous allez à l'épicerie, vous regarderez les paquets là, du Breton, il y a un beau logo Certified Humane. Qui nous pointe du doigt aussi, j'ai mis dans le petit coin la petite pyramide de Maslow modifiée par moi-même, mais c'est juste pour vous mettre dans le mood. Alors, évidemment, nos consommateurs, puisque de plus en plus de consommateurs, puis on est dans ce cas-là ici au Canada, on atteint un certain niveau de vie qui nous permet de sortir de « je cherche de la nourriture à tous les jours », mettons qu'on serait en Afrique à certains endroits où je cherche de l'eau à tous les jours, pour aller dans dire, bien, moi, j'ai besoin de m'accomplir. Et certaines personnes disent, bien, pour m'accomplir, je cherche des causes. Et la cause des animaux peut être une de leurs solutions.
Et souvent, c'est les consommateurs aussi qui sont inquiets, puis peut-être quand ils expriment leurs inquiétudes sur notre modèle d'agriculture, bien, des fois, ils vont parler c'est des grosses fermes, la grosse production, et ils abordent la notion de bien-être animal. Et quand on lit des recherches sur les sondages qu'ils font avec les gens, il y a souvent la notion de bien-être qui ressort ou la notion d'environnement. Mais des fois, c'est un peu tout mélangé, mais ça fait partie de leur discours quand on leur pose des questions. Toujours les consommateurs. Quand on fait des sondages auprès des consommateurs, les écrits nous disent que généralement, ils acceptent que nous, êtres humains, on utilise des animaux, globalement. Généralement, ils veulent que les animaux soient traités humainement. D'accord? Et généralement, ils nous disent qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de souffrance inutile qui soit subie par les animaux. Je pense que c'est des principes qui sont très bien. Vous comprendrez que c'est une notion qui est sociale, mais ça ne veut pas dire que scientifiquement, tout ce qu'ils nous disent, c'est vraiment ça, mais c'est social. Alors, quand ça devient social, à un moment donné, c'est que la société finit par avoir comme une position commune, et la position commune devient peut-être des lois ou des règlements, etc., dans cet élément-là. C'est pas une notion de tous les jours, parce que si on se mettait, comme le vétérinaire nous disait un matin, si on se mettait dans l'état de l'animal ou si on était en pleine nature, peut-être qu'on serait aussi, nous aussi, on aurait des dangers ou quoi que ce soit. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ça, on va essayer de voir dans la salle, c'est quoi pour vous le bien-être animal? Alors, vous avez un choix de réponse. C'est me lever la nuit pour veiller une vache. C'est dégeler les bols à eau à moins 30 degrés. C'est appeler le vétérinaire car les veaux ont la diarrhée. C'est dérouler des balles de foin pour nourrir les animaux. Ou sous toutes ces réponses et même plus. Toutes ces réponses et même plus. Toutes ces affaires-là, c'est toutes les affaires que les producteurs font. Parce qu'ils font ça, parce qu'ils veulent assurer le bien-être de leurs animaux. Ça, c'est votre définition à vous, chez vous, quand vous pratiquez avec vos animaux. Si on y va pour un peu plus l'esprit où les gens se rapportent, souvent, c'est la définition qui revient. Ce sont les fameuses 5 libertés. Ne pas souffrir de faim et de soif, ne pas souffrir de contraintes physiques, être indemne de douleur, de blessures, de maladies, avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux et être protégé de la peur et de la détresse. Alors, c'est vraiment, là, quand on regarde un petit peu comment les gens abordent cette notion-là, c'est de cette façon-là. Vous comprendrez que c'est un concept qui n'est pas totalement mesurable. On ne peut pas toujours mesurer, puis Mme Trépanier nous dit la détresse ou être indemne de douleur. On a beaucoup de recherches qui nous aident à définir des conditions qui vont favoriser le bien-être des animaux. Alors, on peut faire des mesures sur les animaux, de cortisol dans le sang, etc., pour vérifier des éléments, dire, bon, bien, dans telle situation, il est en détresse, mettons. Mais, en bout de ligne, souvent, ça va être la société qui va nous forcer à assurer un certain bien-être selon ce que la société perçoit ce que c'est. Donc, on a au Canada, comme Mme Trépanier vous a dit, des codes. Alors, le code de bovine boucherie, je vous ai mis le lien Internet, c'est disponible. Et comme Mme Trépanier vous dit, c'est un consensus de l'industrie qui a eu lieu. Le code de bovine boucherie a été publié à l'automne 2013, alors c'est quand même assez récent. Et il faisait place à un vieux code qui était de 91. Alors, ça faisait comme un grand bout de temps peut-être qu'on avait besoin de le refaire. Et j'aimerais ça, avec les 5 libertés, on va parler des libertés, puis on va voir comment est-ce que le code applique ça. Donc, premièrement, chez vous, comment faites-vous pour vous assurer que votre animal ne souffre pas de faim ou de soif? Vous faites du bon foin. J'achète des minéraux pour le pâturage. J'ajuste le programme alimentaire. Je surveille l'état de chair. 1, 2, 1, 4, 3, 4. OK? On y va. Non, ce n'est pas toutes ces réponses. En fait, dans le code, il y a 2 éléments sur lesquels il nous demande de faire attention par rapport à la faim ou la soif. On va aller à la prochaine diapo. 1, on surveille le comportement,
la performance, la note d'état corporel, puis on ajuste notre programme alimentaire. Alors, ils ne vous disent pas, il faut que tu donnes 3 kilos de foin. Puis non, c'est pas ça un code. Ça nous amène sur des résultats de l'animal, des choses qu'on peut avoir. Alors, et pour l'eau, ils nous demandent de s'assurer que les animaux aient accès à une eau de qualité. Fait qu'ils ne vous disent pas nécessairement comment faire, mais ils vous disent un peu ce que les résultats qu'ils s'attendent. Dans le code, je reviens sur la neige, là, juste pour faire une distinction par rapport à notre loi, il y a une petite provision sur la neige. Ça nous dit que la neige ne peut servir d'unique source d'eau si l'animal est en lactation, si on vient de les sevrer, ou si l'état corporel est en dessous de 2,5 sur 5. Mais je voulais juste vous faire attention, parce que ce n'est pas écrit dans le code, ça. Mais attention, au Québec, notre loi, il y a une provision, ça nous dit que la neige et la glace, ça ne peut pas servir comme source d'eau, comme Mme Trépanier vous a dit. Alors, vous voyez, là, il y a des choses dans le code, mais il faut aussi savoir les deux côtés. Je vous donne ici des exemples d'une vache où on pourrait, avec des bonhommes souris, on pourrait dire une vache qui est trop maigre en haut, puis une vache qui a un état corporel à peu près de 3 dans le milieu. Bon, celle du bas était classifiée 5, je pense, sur ma photo. Alors, on ne peut pas parler de bien-être, mais peut-être c'est plus compliqué pour vous autres, parce que peut-être qu'elle ne tombera pas en chaleur, etc. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un sourire et un pas sourire, parce que je me suis dit, les producteurs aiment peut-être moins ça, avoir des vaches trop grasses. L'alimentation. Alors, ce qui est bien important, c'est qu'il y ait accès à la nourriture. Vous comprendrez que des animaux comme on a dans le bas, c'est tout un travail à les manger. Alors, c'est l'esprit derrière ça au niveau du code. L'eau. OK. Deuxième élément de liberté. Comment est-ce qu'on s'assure à la ferme que nos animaux ne souffrent pas de contraintes physiques? Contraintes physiques, carcan. Je les laisse dehors, peu importe les conditions. Ils sont libres comme l'air. Je vais les chercher seulement à l'automne quand c'est le temps de les vendre. Ils sont libres comme l'air. Je n'ai aucun équipement pour la manipulation et la contention des animaux car cela ne sert à rien. Je laisse véler les vaches où cela leur tente. Aucune de ces réponses. Alors, évidemment, j'ai tout fait dans le sens contraire pour un peu vous amener à réfléchir. Le code, au niveau de l'environnement de l'animal, ce qui nous dit, j'ai retenu quelques éléments, là, accès à des aires naturelles ou artificielles qui offrent un refuge contre les conditions météorologiques extrêmes susceptibles de poser des risques pour leur bien-être. Alors, vous voyez, le résultat, c'est, à la fin, est-ce que le bien-être va être assuré? Et on a quelques explications dans le code qui nous dit que quand la température et l'humidité est très élevée, parce que ça donne un effet de stress sur l'animal, bien, il faudrait peut-être prévoir de l'ombrage, des abris, éviter de manipuler les bovins, fournir de l'eau pour pas qu'il en manque, ça serait le temps de faire ça. Et inversement, ils nous disent quand il fait très, très, très froid, je ne sais pas si ici il fait souvent très, très, très froid, mais c'est surtout quand il fait froid puis nos bovins sont mouillés ou qui ont un mauvais état physique, sont trop maigres, ou qui ne sont pas assez nourris, alors à ce moment-là, les animaux vont peut-être être mal en point. Bien, il faut vraiment assurer la litière, on a vu l'exemple tantôt, et des aliments pour répondre à leurs besoins. Alors, je vous donne des exemples ici de choses qui peuvent être faites. On met des brise-vents, c'est comme essentiel. L'animal est très résistant, parce que les vaches de boucherie, au froid, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, puis il faut qu'il y ait une place pour se protéger. Les petits veaux. Alors, on assure des abris pour les veaux, on s'assure qu'ils ont un endroit où ils peuvent se nidifier, qu'ils peuvent garder leur chaleur. Évidemment, je rejoins la photo de Mme Trépanier, les animaux qui sont mouillés dans la boue, bien, ils sont susceptibles d'être en non-bien-être. Alors, comment est-ce qu'à la ferme aussi, on peut s'assurer qu'il n'y a pas de douleur, de blessure ou de maladie? Donc, j'ai une relation de travail avec mon vétérinaire, même si je ne veux pas qu'il reste trop longtemps, là, quand même. Je surveille les animaux et je les traite au besoin. Mes vaches sont tough. Elles n'ont jamais mal. Je suis là lors des valages difficiles. Je laisse les veaux se débrouiller pour qu'ils apprennent la vie. Donc, 6, il y a des bonnes, il y a des mauvaises réponses. Alors, dans le code, il y a toute une section, évidemment, sur la santé animale. Et, évidemment, il vous encourage fortement à avoir une relation de travail avec votre vétérinaire. Il vous encourage fortement à surveiller et traiter adéquatement vos animaux. Et il y a, je le dis parce que je ne sais pas si c'est des producteurs de parcs d'engraissement, mais il y a
aspect spécifique sur les parcs d'engraissement par rapport au complexe respiratoire bovin, là, il semblerait que ça arrive assez souvent en parc d'engraissement, puis il y a quelques consignes là aussi. Donc, quand l'animal a mal, il voudrait se faire guérir rapidement pour être heureux de demeurer avec vous. Et il y a un aspect bien important dans le code, c'est un exemple concret de ce que Mme Trépanier disait sur des dates et des choses à faire à certaines périodes. Dans le code bovin, la grosse nouveauté, c'est qu'on veut que les bovins vivent un minimum de stress et d'inconfort. Et donc, ils ont mis des dates pour l'écornage et la castration. Donc, l'écornage, depuis le 1er janvier 2016, on doit utiliser analgésique si l'écornage est fait après 2 à 3 mois. Alors, ils ont basé sur des recherches, c'est aussi le moment où la corne s'implante. Ils ont dit, bien, c'est douloureux pour l'animal, alors on va introduire ça dans le code. Au niveau de la castration, ils le font en 2 étapes dans le code. Depuis le 1er janvier 2016, on demande de travailler avec un produit pour la douleur après 9 mois. Et 1er janvier 2018, ça sera 6 mois. Alors, peu importe ce que vous utilisez quand vous voulez écorner vos animaux, il faut avoir un contrôle au niveau de la douleur après 2-3 mois. Et la même chose, la suivante. Peu importe ce que vous utilisez pour castrer, il faudra avoir un contrôle de la douleur après 9 mois depuis 2016 et après 6 mois depuis 2018. Le code, comme Mme Trépanier nous a dit, il y a toujours une section transport dans les codes. Essentiellement, ce qui est écrit là, ce sont les règles de transport par rapport au chapitre 12 du gouvernement fédéral. Mais en fait, il vous parle de prendre la décision de transporter, préparer l'animal au transport, organiser évidemment notre transport, l'embarquement et la réception. Et avec toutes les notions que le vétérinaire nous a données un matin, vous allez comprendre qu'il y a des notions assez générales là-dedans. Mais ils ont fait comme un arbre de décision là, pour vous dire, mais tel animal peut, tel animal ne peut pas. La règle du pouce, c'est ça se porte sur 4 pattes, sinon ça n'embarque pas dans un camion. Ça peut boiter, mais il faut que ça porte sur 4 pattes. Si c'est 3 pattes, ça n'embarque pas dans un camion. Fait que ça, c'est la règle du pouce. Alors, on voit ici des camions, des installations, des choses qui sont propres, des choses qui n'ont pas trop de pente. On évite les planchers glissants, etc. Évidemment, il y a une section sur l'euthanasie dans le code, parce que c'est un des éléments, puis on voit que c'est important, puisque la loi a même un article précis sur l'euthanasie. Donc, le code fait référence à quel moment on prend la décision d'euthanasier, puis comment faire l'euthanasie. Alors, il propose des méthodes et il y a tout un tableau, même dans le code bovin de boucherie, en vous donnant, si vous utilisez des armes à feu, quelle sorte d'armes utiliser pour quel type de bovin, jeune ou pas jeune, et l'angle, etc. Alors, l'objectif étant toujours que l'animal ne souffre pas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les animaux ont la liberté d'exprimer des comportements naturels? Là, vous allez me dire, wow, les moteurs avec la liberté, ce ne sont pas des animaux sauvages. J'en conviens. Ou, vous pouvez me répondre, mes bâtiments et mes équipements sont conçus et utilisés en tenant compte des bovins. Ce qui est la belle phrase à répondre, évidemment. Donc, installation pour bovins. Espace suffisant pour adopter des postures de repos tous en même temps. Les bovins doivent pouvoir se déplacer librement dans l'enclos et avoir accès à de l'eau et à des aliments. La densité doit être gérée pour ne pas nuire au gain de poids et au temps passé couché. Et fournir aux bovins logés à l'intérieur de la lumière supplémentaire s'ils n'ont pas accès à la lumière naturelle. Alors ici, vous voyez un exemple dans un parc d'engraissement où les bovins peuvent circuler et se coucher. Évidemment, au niveau de l'embarquement et de la réception, on demande que les bovins doivent pouvoir se tenir debout normalement sans contact avec le toit ou le pont supérieur du camion. OK. Les bovins, la peur et la détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux assurer ça en n'utilisant pas le bâton électrique? Ou en tout cas, exceptionnellement, de ce que j'ai compris. En ne forçant pas un animal à pénétrer dans un lieu par des coups, en claquant une barrière ou en les tirant avec le tracteur. En s'assurant que l'attraction des aires de manipulation minimise les chutes et les glissades. En connaissant le comportement des animaux et en utilisant des techniques peu stressantes. Ou bien tout cela. OK. Donc, l'installation pour bovins, il y a une clause dans le code qui dit assurer une traction dans les aires de manipulation pour minimiser les glissades et les chutes.
Et on ne doit pas utiliser le bâton électrique. Ils ne disent pas de l'interdire complètement, mais ils précisent les situations où on ne devrait pas l'utiliser. Plusieurs fois sur un même animal, sur les parties génitales, le visage, le pied ou l'anus, pour les veaux de moins de 3 mois que l'on peut déplacer manuellement. Alors, vous avez ici des exemples de producteurs qui sont installés et qui utilisent des systèmes de manipulation, dont celle d'être presque les 2 mains dans les poches, mais il tient quand même une canne, le gars, là. Pour la peur et la détresse. Au niveau de la reproduction du vêlage, évidemment, on surveille et on assiste les veaux et les vaches ayant récemment vêlé qui donnent des signes de détresse. Et finalement, avant de terminer ça, j'aimerais ça que vous fassiez votre examen de conscience. Est-ce que vous avez chez vous votre cote? Mes vaches sont bien chez nous. J'ai des ajustements à faire. Vous irez voir les 2 vétérinaires là-bas. Au secours, j'ai besoin d'aide. Oh non, non, non. Non, il n'y a pas, c'est juste pour rire. C'est juste pour vous dire, le code, c'est quand même des choses que vous connaissez. Je l'ai survolé très rapidement, mais je pense que c'est un outil que vous allez avoir à connaître mieux. Et tout comme le programme Proaction dans le lait, les programmes de qualité en général dans le bœuf, on aura, nous aussi, à gérer un module bien-être animal parce que qui sera fonction du code, parce que c'est un peu comme ça un peu que les producteurs montrent un peu ce qu'ils font de bien chez eux. Je voulais terminer en vous disant qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, il semble de plus en plus évident qu'on va s'éloigner du concept là, de souffrance inutile. Tu sais, avant, on disait, ben, faut pas le faire souffrir inutilement. Bien, maintenant, les gens nous disent, non, non, il faudrait que l'animal ait du plaisir. C'est ça qu'ils nous disent. OK, c'est pas nécessairement évident, mais il faut les écouter, parce que si on n'écoute pas, on ne comprend pas les choses. Il faut peut-être les sensibiliser, puis faire comprendre, puis valoriser nos bonnes pratiques, parce que les gens ne nous connaissent pas. Les producteurs font déjà des bonnes choses. Un des exemples qu'on fait, les portes ouvertes, c'est des éléments qui permettent aux gens de mieux nous connaître, puis de peut-être des fois se rendre compte que ce qu'ils voient sur Internet, ce n'est pas toujours ce qui se passe vraiment. Des fois, c'est juste des cas extrêmes. Dans la généralité, ça se fait bien. Puis moi, je pense qu'on va être obligé de jouer sur plusieurs moyens. Évidemment, il va falloir éduquer, former. On parle des consommateurs, oui, mais aussi les producteurs. Il va y avoir des moyens coercitifs. Alors, on va avoir des lois, des règlements. On a un exemple. Il faut aussi aller sur des moyens incitatifs. Les codes de bonne pratique sont un excellent exemple, ou des programmes de certification qui vont dire aux autres qu'on fait bien les choses chez nous. Et voilà.